Donc bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de correction de l'évaluation du chapitre sur les mélanges. Donc je vais reprendre l'évaluation comme vous l'avez faite sur Tactiléo et à chaque fois je vais essayer de préciser et d'expliquer un peu mieux la correction. Donc, la première question, vous deviez classer tous les éléments suivants, c'est-à-dire chacun de ces carrés qui contenaient un mot ou un ensemble de mots, et les associer à la bonne grandeur physique. C'est vraiment pour vérifier que vous avez compris que la masse et le volume sont deux choses différentes, que vous arrivez bien à savoir de quoi on parle à chaque fois qu'on utilise un de ces mots, qu'on utilise souvent lorsqu'on est en cours ensemble. Donc une balance, vous devez l'associer à la grandeur physique masse, puisque la balance vous donne une valeur qui est en grammes, on va trouver là-dedans, et qui correspond du coup à la masse de l'objet. Si on regarde de ce côté-là, la grandeur physique volume, nous avons le mot litre ici, celui-là c'est le plus facile pour vous normalement, donc on a bien des litres qui correspondent à une unité de volume, tout comme les millilitres. Enfin, il nous reste deux mots. Éprouvette graduée, donc l'éprouvette graduée, nous l'avons utilisée, vous la connaissez, elle sert à mesurer avec précision un volume d'un liquide et elle va donner le résultat en millilitres. C'est donc une étiquette qui va dans la partie grandeur physique volume, et il nous reste le milligramme qui est donc une autre unité de la masse, plus petite, 1000 fois plus petite que le gramme. Question suivante. Mélissa souhaite lire correctement les volumes de liquide présents dans les deux éprouvettes ci-dessous, une éprouvette en l'occurrence. Pour lire correctement, où doit-on placer son œil? Donc ça c'est quelque chose que j'ai répété souvent, que vous avez parfois du mal à comprendre l'utilité, mais là on le voit bien sur le dessin. Vous devez placer votre œil toujours en face du niveau du liquide pour être sûr de bien lire le niveau avec la bonne graduation. Si vous regardez par en haut, vous avez une vision qui n'est pas correcte de la graduation et donc vous avez un volume qui peut être faux. Donc pour donner la réponse dans ce module, vous deviez appuyer soit ici, soit ici, dans cette zone-là qui était pile en face. Donc si on le place ici par exemple, on devrait avoir bon. Donc la zone correcte, c'est cette zone-là qui est en blanc. On continue avec les deux éprouvettes. Les consignes ici, elles vous disent complétez le tableau suivant avec les volumes des liquides présents dans les deux éprouvettes, complétez les cases directement dans le tableau. À chaque fois qu'il y a une image qui est sur Tactiléo, vous avez la possibilité de cliquer dessus pour l'afficher en plus grand et pour pouvoir du coup voir avec plus de précision les détails dans ces images. Dans le tableau, on vous demande pour chaque éprouvette de donner trois informations. Le volume compris entre deux grandes graduations, le volume compris entre deux petites graduations et le volume total dans l'éprouvette. Donc deux grandes graduations, c'est celles qui sont marquées du volume. Donc c'est celle à 150 et 200 par exemple ici, celle à 30 et 40 ici. Donc si on regarde l'éprouvette 1, entre deux grandes graduations, à chaque fois on a 50 ml puisqu'on passe de 50 à 100, 150, 200. Donc on peut marquer ici 50 ml. Si on va voir les deux petites graduations maintenant, comment est-ce qu'on fait pour passer de 100 à 150? Vous regardez combien il y a de graduations et vous comptez. Ici, chaque petite graduation vous permet d'augmenter le volume de 10 ml. Vous êtes à 100, 110, 120, 130, 140, 150. Vous notez 10 ici. Enfin, pour lire le volume total, c'est toujours sur la partie la plus plate du sommet du liquide ici, qui est sous forme, qui est arrondi sur les côtés. Cette forme particulière que prend le liquide dans un tube, donc horizontal mais qui se relève sur les côtés, s'appelle le ménisque. Et nous devons lire le volume au niveau de la partie la plus horizontale. Donc ici, nous sommes sur cette graduation-là. On vient de dire que c'était de 10 en 10, donc on a un volume de 190 ml. Si on fait la même chose avec l'éprouvette numéro 2, on voit qu'entre deux grandes graduations, on a 10 ml. Et donc entre deux petites, on a 2. Puisque si on vérifie, on a 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Donc on note
10 ml entre deux grandes, 2 ml entre deux petites. Et pour le volume total ici, c'est toujours au point le plus bas. Donc là, l'horizontale a été bien marquée. Là, c'est pas le cas, mais ça arrive dans les schémas. C'est pour ça que vous aviez les deux cas de figure. Là, on le voit que si la pointe la plus basse, là, si on regarde, elle ne va pas jusqu'à 50 ml. Ça veut dire que c'est pas ça la bonne valeur. La bonne valeur, c'est la graduation juste au-dessus, donc c'est 52 ml. On vérifie. On est bon. Mélissa souhaite maintenant mesurer une masse de sel. Voici les étapes qu'elle réalise. Étape numéro 1. On remarque sur l'image une balance avec une coupelle qui est vide. Étape numéro 2. La même balance, cette fois-ci, qui indique 0. Étape numéro 3. La balance, la coupelle remplie de sel avec ici une masse qui est affichée. Première question, quelle est la masse de la coupelle? On sous-entend la coupelle vide. Donc c'est la valeur de la masse qui est affichée sur la première image, donc c'est 77,2. Attention, je vous le remontre, ici on vous demande un nombre. Donc vous devez entrer un nombre et uniquement un nombre. C'est le logiciel qui va corriger. Lui, je lui ai dit que la bonne réponse c'est 77,2. Si vous écrivez 77,2 G pour dire 77,2 grammes, vous avez raison, je sais que vous avez raison, mais lui, lorsqu'il va corriger, il va comparer 77,2 qui est la bonne réponse à votre réponse, elles sont différentes. Il ne va pas réfléchir, il va vous compter faux. Donc tous ceux qui ont pu avoir faux, qui ont pu ne pas comprendre ou qui ont pu s'énerver dessus, c'est normal, entrez uniquement un nombre. Quelle est la masse de sel? Si on regarde là, ça a été remis à 0. Donc la valeur, la masse qui est affichée ici correspond à ce qui a été ajouté dans la coupelle, donc à la masse de sel. Le nombre, on va le noter, c'est 89,6. Dernière question sur cette image-là, quel est le rôle du bouton TAR? Donc le bouton TAR permet de remettre l'affichage de la balance à 0 et donc de retirer la masse de la coupelle pour qu'on puisse lire directement la masse du solide qui est ajoutée dans la coupelle, ici le sel. Jordan souhaite comprendre la différence entre un mélange homogène et un mélange hétérogène. Son grand frère, Louis, qui est au collège, réalise les mélanges suivants pour montrer la différence entre les deux lorsqu'on les observe à l'œil nu. Ici, vous avez 5 exemples. Vous avez de l'eau avec du sable, de l'eau salée, de l'eau avec de la farine, de l'huile et de l'eau et du poivre. Quelle est la différence entre un mélange homogène et un mélange hétérogène? Ça faisait partie des définitions de ce chapitre que vous deviez apprendre dans la leçon. Le mot homogène, ça veut dire, dans le cas d'un mélange homogène, ça signifie que les différents constituants ne peuvent pas être distingués à l'œil nu, ne peuvent pas être différenciés. Donc là, dans ces 5 exemples-là, les mélanges homogènes sont l'eau salée, puisque si on ne vous dit pas qu'il y a du sel à l'intérieur, vous ne le voyez pas. Tous les autres, ce sont des mélanges hétérogènes, dont la définition est un mélange hétérogène est un mélange dont on peut distinguer les différents constituants à l'œil nu. Ici, vous voyez que c'est un mélange d'eau et de sable. C'est donc un mélange hétérogène, pareil pour ici. Et vous aviez la correction juste après. Là, c'était l'application de ce que vous venez de voir. Si vous aviez oublié la définition, comme je vous mettais la correction au milieu, là, ça me permettait de vérifier si avec les définitions, vous étiez capable d'appliquer. Donc on a dit eau plus sable, on a dit hétérogène, eau plus sel homogène, eau plus farine hétérogène, eau plus huile aussi et eau plus poivre aussi. On est bon. Alors là c'était un dessin. Je sais qu'avec le logiciel c'est pas facile, mais j'avais essayé de vous donner toutes les informations pour que vous y arriviez. Ici je vous avais donné des petits conseils pour faire au mieux. Donc les consignes, une salière et une poivrière ont été renversées dans une assiette. Du sel et du poivre ont donc été mélangés. Le but est de séparer le sel et le poivre pour les récupérer séparément. Lucie sait que le sel se dissout dans l'eau, tandis que le poivre est insoluble. Ainsi, elle décide dans un premier temps d'ajouter de l'eau au mélange de sel et de poivre.
Donc qu'est-ce qui se passe? Là, on vous demande qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a du sel, du poivre au fond d'un bécher, qu'on ajoute de l'eau. Vu ce qu'elle vient de dire ici, le sel va se dissoudre, il va donc disparaître, entre guillemets, tandis que le poivre, qui est insoluble, ne va pas se dissoudre, donc on va continuer à le voir. Complétez le schéma du mélange après agitation. Donc ce que j'attendais de vous, c'était de tracer grâce à cet outil une ligne horizontale qui montre le niveau de l'eau et de tracer à main levée une certaine quantité de poivre au fond et surtout de légender. Donc vous deviez mettre qu'on avait de l'eau salée. Nous avions aussi du poivre et il ne fallait pas oublier le bécher. Et on trace un trait juste pour relier. Du coup, je l'ai mal fait. Donc, quand on se trompe, on revient en arrière avec ce bouton-là. Pour relier du coup ce que ça représente. Je sais qu'il n'y a pas de flèche au bout, que normalement on fait des flèches ensemble. On s'adapte au logiciel et je le prends en compte évidemment dans la notation. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Là, je vous proposais une correction ici, juste après, pour que vous puissiez continuer après les questions où on vous demande quelle technique de séparation Lucie va-t-elle devoir utiliser pour récupérer le poivre. Justifié. Ça fait partie des différentes techniques qu'on a vues. C'est un mélange hétérogène. Nous, ce qu'on veut, c'est séparer le poivre de l'eau salée. La seule possibilité, la seule technique, c'est une filtration qui va nous permettre de retenir le solide, en l'occurrence le poivre, dans le filtre et de laisser s'écouler à travers le filtre l'eau salée. Donner la liste de matériel dont elle va avoir besoin et justifier leur utilisation. Lucie va avoir besoin d'un Erlenmeyer pour récupérer l'eau salée, d'un entonnoir et d'un papier filtre qui se place au-dessus. C'est exactement la même chose qu'on avait vu dans l'activité avec l'eau boueuse qu'on devait essayer de purifier pour pouvoir la boire. D'après vos connaissances, quelle technique de séparation permettrait de récupérer le sel dissous dans l'eau? Une fois qu'on a enlevé le poivre, il nous reste l'eau salée. Comment est-ce qu'on peut faire? La technique permettant de récupérer le sel dissous dans l'eau est l'évaporation. Effectivement, le sel il est dissous dans l'eau, mais lorsqu'on chauffe, l'eau va s'évaporer en laissant le sel au fond du récipient dans lequel on lui a fait chauffer l'eau. Complétez le schéma récapitulatif suivant. Ici, qu'est-ce qu'on avait au départ? On avait de l'eau salée. Est-ce que c'est un corps pur, un mélange homogène ou un mélange hétérogène? On avait dit au début, c'est un mélange homogène puisqu'on ne voit pas le sel. Pour passer de l'eau salée au sel, il faut qu'on fasse l'évaporation. C'était la réponse précédente. Vous l'aviez pour compléter si vous n'aviez pas trouvé. Et là, est-ce que c'est un corps pur, un mélange homogène ou un mélange hétérogène? Comme il nous reste le sel uniquement que l'eau a tout été évaporé, c'est un corps pur. Et l'évaluation était finie. Et on enchaîne avec le nouveau thème sur la Terre.